Bonjour! Donc nous sommes ravis de vous accueillir à cette masterclass sur la cuisson à juste température en restauration collective. On va échanger avec nos intervenants sur les bonnes cuissons pour les bons produits. Et on a la chance d'être en partenariat avec le réseau Restocco et Grégoire Maille que je vais vous présenter dans quelques minutes. Donc pour poser vos questions, vous pouvez utiliser le chat en bas à droite de votre écran. On y répondra soit au cours de la présentation, soit à la fin, si on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions, mais n'hésitez pas. On est là pour vous répondre pendant ce temps qu'on va partager ensemble. On va aussi vous proposer des sondages pendant la formation, donc vous aurez qu'à cliquer sur oui ou non, répondre aux questions, et restez à la fin, parce qu'on aura des cadeaux à vous transmettre pour que vous puissiez télécharger. Ce sera notamment des documents, des fiches pratiques et des tableaux de relevé de température. Alors aujourd'hui, le programme de l'atelier, ça va être les cuissons à la juste température. On va parler aussi de méthode HACCP et de contrôle des températures de cuisson. Grégoire vous présentera les formations et les actions du réseau Restocco. On vous présentera aussi comment Octopus HACCP peut vous accompagner sur ces contrôles de température. On vous transmettra les documents et on répondra à toutes vos questions. On pense que ça va durer à peu près 30 minutes et puis on aura à peu près 15 minutes de questions-réponses. Alors, je vais laisser Grégoire se présenter. En tout cas, merci d'être avec nous, Grégoire, aujourd'hui. Merci à vous de me recevoir. Donc, Grégoire Maille, ancien designer dans l'industrie pendant un certain nombre d'années, puis après passage en cuisine, CAP Bac Pro, en restauration traditionnelle au départ jusqu'à chef de cuisine, en semi-gastro, puis après restauration de collectivité par les clubs de direction et la restauration d'entreprise. Et puis, depuis maintenant quelques années, j'ose plus les compter, formateur en pratique culinaire et lutte contre le gaspillage, donc avec notamment les cuissons à juste température. Super, merci beaucoup Grégoire. Donc moi je suis Gwenaëlle Averti, je suis la cofondatrice d'Octopus HACCP et Bastien qui a des petits problèmes de caméra, qui est notre responsable de la division vente et qui vous présentera Octopus. Exactement. Bastien, si tu veux te présenter. Bonjour à tous. Tu l'as déjà très bien fait, du coup on va pouvoir continuer, il n'y a aucun souci. Allons-y. Allez, c'est parti pour parler cuisson et surtout juste température. Alors, avant de parler de juste température, justement, parlons de cuisson. Donc, quelle est la terminologie ou comment est-ce qu'on définit une cuisson? C'est la transformation d'un aliment sous l'action de la chaleur. On peut transformer des aliments sous l'effet du sel, sous l'effet du froid, mais là, on parle de cuisson qu'à partir du moment où il y a de la chaleur. Et on va venir en modifier les caractéristiques organoleptiques et ou nutritionnelles. Le but étant en cuisine de rendre sain un aliment qui l'était plus ou moins, ou en tout cas, on va pouvoir le rendre meilleur pour notre santé ou pour son absorption de nutriments, etc. Et on va parler de cuisson à juste température ou à basse température quand on va être au plus proche de la température dont il a besoin pour être cuit. Donc on va déterminer une cuisson à cœur qui soit adaptée au produit et en fonction de sa composition. Et donc c'est là où on va cuire juste au-dessus ou juste à cette température-là. C'est pour ça qu'on parle de cuisson à juste température. Et on utilisera à ce moment-là des outils précis comme les sondes qui sont déjà dans les fours actuellement, mais on a d'autres sondes déportées. On utilisera les thermoplongeurs qu'on voit souvent dans la restauration plutôt traditionnelle et puis qu'on retrouve aussi éventuellement chez certains cuisiniers amateurs. Et puis après, on va retrouver les fours vapeur et les fours aujourd'hui de plus en plus techniques, de plus en plus précis, vont avoir des intérêts particuliers. Alors, je crois qu'on avait des petites questions à poser juste là ou c'est pas encore? Si, on a un petit sondage et la question c'est est-ce que vous, donc vous qui êtes dans le public, est-ce que vous avez déjà été formé pour les cuissons à juste température? Vous avez une petite question sur le sondage et on serait curieux de savoir si pour vous c'est une première ou si vous connaissez déjà un peu le sujet, est-ce que vous êtes déjà passé en formation? Donc on va laisser les intervenants, les participants répondre. Je vais vous laisser continuer, Grégoire. Du coup, moi, je n'ai pas besoin d'y répondre. Je vais faire mon Vous pouvez, comme vous voulez. Mais je pense que vous êtes formé. Effectivement. J'ai mal lu la question. Tac. Ah ben voilà, c'est comme ça qu'on fait apparaître les réponses. Donc, je suis obligé de jouer. OK. Donc, on a plusieurs personnes formées et d'autres personnes qui réalisent à peu près dans le même pourcentage. Ça m'arrange. OK.
Donc ça, c'est les cuissons, la définition de la cuisson. Pourquoi est-ce qu'on parle de cuisson à juste température? C'est parce que ça va nous permettre d'avoir moins de pertes à la cuisson. Généralement, dans une cuisson standard, qu'on soit sur des sautés ou sur des rôtis, on était généralement autour des 30% de pertes à la cuisson. Et là, on s'aperçoit, à cuisson à juste température, à basse température, qu'on est autour des 10%. Donc, on a vraiment un gain financier, un gain de poids. Et on va avoir aussi un gain sur les qualités organoleptiques au niveau de la jutosité, de la tendreté, au niveau de la couleur et forcément au niveau des nutriments. Et la texture, par exemple, va nous intéresser parce que ça va nous permettre, notamment dans les hôpitaux, dans les EHPAD, où on a besoin par moment de textures modifiées, de diminuer cette quantité de texture modifiée parce que c'est plus facile d'aller mâcher un morceau juteux, un morceau moelleux qu'un morceau très sec. Je prends toujours l'exemple de la pelote de laine. Manger un morceau de laine, c'est toujours très compliqué. Donc, plus on aura de jus, plus on aura de sauce, mieux ça va se porter. Et donc là, par la cuisson à juste température, on va diminuer cette notion de produit sec. Donc, au final, on aura une meilleure consommation et ce sera moins coûteux. Donc, tout bénéfice à la cuisson à juste température. La cuisson, c'est de passer d'un produit cru à un produit cuit, il ne faut pas le répéter trop vite, qui permet donc d'avoir cette cuisson-là. Et pour avoir ce changement-là, on a des variables de cuisson. On va parler aujourd'hui de température et de temps. Et on pourrait parler aussi d'équipement et de pression. Équipement, parce que forcément, si on vient cuire sur un barbecue, si on vient cuire dans un four, si on vient cuire dans une sauteuse, si on vient cuire dans un sautoir, on a à chaque fois un équipement différent qui va répondre différemment à la cuisson et qui va faire varier, qui va avoir un résultat différent entre le cru et le cuit. On ne parlera pas de pression, mais ça fait partie des variables d'équipement. On le voit bien quand on est dans des cuissons sous pression ou une cuisson sous vide. On a encore une fois d'autres résultats entre le cru et le cuit. Et donc, c'est très important de bien identifier cette notion de variable de cuisson parce que ça permet de dire, en fonction du temps, de la température, de l'équipement, du résultat que je souhaite avoir, je vais pouvoir mettre en place les bonnes variables pour avoir mon produit cru, arriver à mon produit cuit dans le temps qui m'est imparti. Super. La notion de variable de cuisson, on va aborder aujourd'hui surtout deux principes qui sont l'effet du temps et l'effet de la température. L'effet du temps, on le connaît, et je l'ai illustré ici par les œufs parce que c'est toujours le plus connu. C'est que l'œuf, quand on le met dans une eau bouillante, donc à 100 degrés, on sait qu'à 3 minutes, à peu près, on a un œuf coq. À 5 minutes, on a un œuf mollet. Et à 10 minutes, on a un œuf dur. Donc, si c'est ici, les paramètres, les résultats visuels des œufs que l'on connaît aujourd'hui et qu'on a fait maintes et maintes fois en restauration collective ou à la maison, c'est l'effet du temps sur une cuisson à 100 degrés. De l'autre côté, on a l'effet de la température. Et là, on est sur une cuisson qui est entre 3 quarts d'heure, 30 minutes et 3 quarts d'heure. En fait, peu importe le temps, le résultat ne changera quasiment pas. Et donc, c'est là où on voit qu'à 62 degrés, on a ce qu'on appelle l'œuf parfait. Alors, l'œuf parfait, il a pris ce nom-là parce qu'il était issu d'une tradition japonaise, des sources chaudes japonaises, qui est l'œuf onsen, qui sont les bains chauds japonais. Et l'œuf trempé dans cette eau-là ressortait avec cette cuisson-là. Et donc, c'est ce qu'on a appelé petit à petit l'œuf parfait. Donc, il y a un 62. Alors après, 62, 64 en fonction du résultat qu'on souhaite, mais on est dans ces températures-là. Si on va vers 70 degrés, on va avoir un jaune qui va être beaucoup plus rigidifié, beaucoup plus de blanc coagulé, alors qu'à 62 degrés, on a un jaune qui est très crémeux, qui commence à être cuit, mais qui est très crémeux. Et puis après, on va arriver à 80 degrés où on a l'œuf dur impeccable. Et on voit bien qu'à 90 degrés, on voit ici se former, alors je ne sais pas si mon pointeur se voit, mais on voit bien qu'à 90 degrés, sur le pourtour du jaune, on voit une petite couleur verte qui apparaît. C'est un principe de surcuisson. Et on voit bien que quand on fait durcir des œufs trop longtemps à 100 degrés ou quand on va être à 90 degrés, on voit bien qu'on a ce vert qui se met là en place et qui a un principe de surcuisson. C'est pour ça que je l'ai appelé l'œuf raté. C'est parce qu'on est dans un principe de surcuisson qui est toujours un peu désagréable visuellement et gustativement parlant, pas forcément intéressant.
Donc, on a bien ces deux variables-là qui sont importantes, qui est l'effet de la température. On voit bien que la température à cœur du produit sur 30 à 45 minutes, donc ce n'est pas le temps qui va importer, mais c'est vraiment la température qui va apporter un résultat de cuisson différent. Et dans l'autre cas, ça va être l'effet du temps. Et on voit bien en fait qu'à 100 degrés, plus ça va rester à 100 degrés, plus on va cuire tout ou partie de l'œuf pour arriver aux 10 minutes à l'œuf dur. Alors que sur 62 degrés, en fait, on va coaguler plus ou moins l'intégralité de l'œuf, mais de manière plus homogène. Voilà, j'espère que c'est clair. C'est super intéressant. Voilà. Moi, je rate régulièrement mes œufs. Je prendrai conseil. Mais voilà, donc du coup, vous saurez maintenant comment il faut faire l'œuf. Je rebondis rapidement sur la température à cœur des légumes, parce qu'après, on va plutôt s'attarder sur la cuisson des viandes, parce que c'est celle qui nous importe le plus. Mais la température des légumes à cœur, il y a une température qui se situe entre 80 et 85 degrés. En fait, c'est important parce que ça veut dire que derrière, en dessous de 80, ça ne va pas cuire, puisque du coup, on n'aura pas l'hydrolyse de l'amidon et on va avoir un légume qui va rester toujours plus ou moins cru, qui va commencer à se ramollir, mais qui va rester plus ou moins cru. Et à 83 degrés, on va avoir la bonne cuisson du légume. Et à partir de 85 degrés, on va transformer sous l'effet de l'hydrolyse de la pectine. Le légume va se transformer plus ou moins en légume puré, donc il va commencer à être vraiment très très mou et pouvoir se mixer plus facilement. Légumes croquants 83, légumes purés 85. On joue à 2 degrés près. Donc ça veut dire que c'est assez fin. C'est assez fin, mais ça veut dire que derrière, c'est pour ça que quand on est dans une cuisson en eau bouillante à 100 degrés, on voit bien qu'on est au-dessus. Plus on va laisser de temps, plus ça va se ramollir. Et que si on cuit à 180 ou à 250, on voit bien qu'on vient apporter beaucoup de surcuisson et qu'on peut avoir l'effet cramé et cru à cœur en fonction du temps qu'on va laisser la cuisson. Donc ça, c'est la température à cœur des légumes. Sur les viandes et les poissons, c'est un peu plus sport, il y a un peu plus de paramètres. On voit bien que de toute façon, en dessous des 52-54 degrés, on est dans des interdictions. Alors déjà, en restauration collective, on est sur notre fameux 63 degrés, 65 en fonction des PMS. Mais de toute façon, ce qu'on voit dans les cuissons, c'est qu'en dessous de 52-54, on va commencer à prendre vraiment des risques et qu'on a vraiment un effet de pasteurisation qui se met en place qu'à partir de 52-54 degrés. Alors, à droite, ce sont sur les viandes, à gauche, ce sont sur les poissons. On va commencer par la viande. Donc, on a des effets de température qui font que de 52 à 62 degrés à cœur du produit, on reste dans le rosé. Et on va basculer de 62 jusqu'à 68 dans une notion de viande beaucoup plus grisée. Alors, c'est pas à 61, c'est pas rose, et à 63, c'est pas gris. Hein. C'est beaucoup plus graduel que ça. Mais on va avoir cet effet de transformation autour des 62. Et par contre, on va basculer du juteux au sec à partir de 68 degrés. Donc, on voit bien que quand on est en restauration collective, quand on sert une viande autour des 63 degrés, on pourrait encore avoir du rosé. Mais si on laisse trop longtemps, on va dépasser. Et tant qu'on est en dessous des 68, donc les 65 degrés qu'on nous demande de servir, on reste juteux. Par contre, dès lors qu'on va dépasser ça, on va arriver sur des produits beaucoup plus secs. De même sur les poissons, entre 54 et 57, on est brillant. Entre 57 et 62, on est nacré. Après, on va basculer dans le blanc. Et à 68 degrés, c'est là où on bascule du juteux au sec. Donc là aussi, les effets de maintien en température, en étuve et autres, dès lors qu'on va basculer au-dessus de 68, on va forcément avoir des produits plus secs. Qui dit des produits plus secs dit plus de perte d'eau, plus de perte à la cuisson, qui veut dire aussi des produits beaucoup plus compliqués à mâcher, donc ça veut dire plus de sauce, donc plus de fabrication de sauce, plus de services de sauce. Pour les EHPAD ou les hôpitaux, ça veut dire plus de textures modifiées, parce qu'on aura dépassé ce seuil des 68 degrés. L'autre phénomène qu'on va avoir sur les viandes, c'est le collagène. Donc, c'est le fameux exemple du paleron avec le gros nerf du milieu qui, lui, a besoin de beaucoup de temps pour fondre. Donc, il va fondre entre 55 et 100 degrés, mais par contre, il va falloir énormément de temps. Donc, on peut cuire un paleron à 57 degrés, par exemple, pendant 3 jours. On aura bien une couleur rosée, mais on aura la fonte que parce qu'on va le laisser cuire 3 jours. Donc, c'est très important cette notion de fonte de collagène. Et plus on va avoir de collagène, plus on va avoir besoin de temps de cuisson et la cuisson va être longue à cause de ce collagène.
Ok, très clair, très complexe, mais très clair. La température à cœur et la température de cuisson maintenant. Donc, nous étions là, pardon, sur la température à cœur, ici, du produit. Et là, maintenant, on va parler de la température de cuisson. Jusqu'à présent, on va se situer dans le tiers qui est en haut à gauche. Quand on était sur des cuissons à 180 degrés, c'est le fameux roast beef du dimanche qui est bleu au milieu et en grosse partie grise et quasiment brun caramélisé sur l'extérieur. C'est l'exemple qu'on a aussi sur la pièce de viande à 240 degrés au four avec une température à cœur de 56 degrés. On voit bien ici qu'on a un paramètre de cuisson puisqu'on a l'extérieur de... Je ne sais pas si ma souris se voit sur le... Non, je ne crois pas. Non, ça ne se voit pas. Donc, en fait, on a sur le bord extérieur à 180 degrés, on a vraiment une température à 180 degrés. Et puis, on a un gradient qui va amener jusqu'à 63 degrés à cœur. Donc, on a forcément du 180, du 150, du 140, du 130, du 120. On va avoir toutes les températures qui sont à l'intérieur. Et forcément, tout ce qui est au-dessus de 100 degrés va être beaucoup... Tout ce qui va déjà être au-dessus de ce qu'on a vu tout à l'heure, tout ce qui va être au-dessus de 62 va tirer vers le gris. Et tout ce qui va être au-dessus de 68 va être sec. C'est pour ça qu'on en arrive à un rôti où on en a ici, si on regarde bien sur la viande en photo à gauche, ben on a quasiment 50% du produit qui va être trop sec. Si on va cuire à 64 degrés en température d'enceinte, on va avoir la cuisson la plus homogène possible. C'est ce qu'on a éventuellement sur la partie, la viande à droite. On va avoir quelque chose de très homogène. Et c'est là où on va avoir deux écoles. C'est qu'il faudra adapter sa cuisson à son convive. Aujourd'hui, servir une viande qui est homogène, rose de part en part, c'est un peu comme le poisson rose à l'arête en restauration. C'est toujours très compliqué. Tout le monde n'aime pas ça. Et donc, on va devoir adapter sa température et son résultat en fonction de son convive. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que quand on cuit aux alentours des 100 degrés, 80, 100 degrés, on va avoir une légère surcuisson sur l'extérieur, mais après, très rapidement, on va être homogène. C'est l'effet qu'on a sur la viande à droite, où on voit qu'on a un tout petit peu de gris et de brun, et que tout le reste est en cuisson homogène. Et donc, on va pouvoir jouer avec ça. Donc, très important, la notion de température à cœur, c'est le 63 degrés qui est au milieu de mon cercle rouge, et la température de cuisson qui va être tout à l'extérieur ici de mon produit. J'ai oublié ce que je voulais dire, mais ce n'est pas grave. Alors, en attendant, pour meubler, vous avez un petit sondage sur vos habitudes en contrôle de cuisson pour savoir si vous contrôlez avec une sonde. Avec un programme de cuisson, vous laissez juste cuire un certain temps. On vous invite à y répondre. Comme ça, Grégoire aura un peu d'informations pour vous aiguiller. Est-ce que vous avez retrouvé votre suite, Grégoire? Non, je ne l'ai pas retrouvé, mais je vais donc on est bien sur un contrôle à la sonde. Ah oui, c'est ça. Il y a toujours un effet d'osmose et un effet d'homogénéisation qui se crée. C'est pour ça que quand on a appris à l'école ou dans nos débuts de restauration, quand on avait l'entrecôte de bœuf ou la côte de bœuf qu'on faisait cuire à la poêle et qu'on mettait au-dessus du fourneau à attendre un certain temps, c'est que ça permettait, parce que la nature a horreur du vide et a horreur du déséquilibre, elle va toujours chercher à rééquilibrer la cuisson. Donc si vous sortez votre viande dans une cuisson à 180 degrés et que vous la sortez en cuisson à cœur à 63 degrés, ben, le temps de repos et l'homogénéisation va faire que la viande va monter beaucoup plus haut que 63 et peut-être monter à 80. Vous l'avez sortie à 63, elle était impeccable en sortie de four. Par contre, une heure après, elle va se rééquilibrer entre une demi-heure et une heure après, elle va se rééquilibrer et on va être peut-être aux alentours des 80. Et autant en sortie de cuisson à 63, on était comme on souhaitait, autant dès lors qu'on va basculer à 70, on va être sec. Donc, il y a bien l'effet d'homogénéité de la cuisson qui va être important à prendre en compte, surtout quand on cuit beaucoup plus fort que la température à cœur souhaitée. Voilà, donc c'était la dernière question. Donc, c'était, je laisse cuire un certain temps et je contrôle à la cuisson. Ça marche. Et peu de programmes de cuisson. J'avais posé cette question-là parce que de plus en plus, on a des fours qui sont perfectionnés avec des programmes. Et plusieurs fois, je me suis fait avoir avec des programmes qui paraissaient pertinents, qui paraissaient bien. Et je me suis retrouvé quand même avec un 30% de perte à la cuisson, alors que dans une cuisson unique, parce que j'ai tendance à faire un programme unique
de cuisson, je me retrouvais avec mes 10% de perte à la cuisson. Donc attention au programme. Justement, les voilà, parlons-en, les différentes cuissons. On va parler de cuisson basse-basse. Alors souvent, c'est des principes qui sont issus de la cuisson sous vide. On va parler du process basse-basse, du process en étape et du process haute-basse en température. Alors, je ne sais pas si on peut zoomer peut-être. Non, on ne pourrait pas zoomer. On ne peut pas zoomer. Donc, en fait, il faut des bons yeux. Voilà. Alors, si on zoome très fort, en fait, si on se rapproche bien de l'écran, on va bien voir ici qu'on a une courbe bleue sur le graphique de gauche. On a une courbe bleue, une courbe rouge. La courbe bleue, c'est la courbe de votre four. On voit bien qu'elle fait des sauts, des petits sauts et des petits zigzags. On est sur, si on avait une température demandée à 80, ça va monter à 90, ça va redescendre à 70, 80, 70, etc. pour être à 80. Plus les fours vont être perfectionnés, plus on va être sur un delta de température qui va être très faible. C'est pour ça que souvent on utilisait les thermoplongeurs, parce que souvent ils étaient à 0,1 degré près. Donc si je demande 64 degrés, ça va me faire 63,9 et 64,1. Et donc là, je cuis à 64. Alors que sur des anciens fours, on est capable, si vous demandez du 80, de monter à 120, de descendre à 60, et ainsi de suite. Et là, si on laisse très longtemps, on a une cuisson non pas à 80, mais une cuisson à 120 qui va se faire, puisque ça va être la température haute qui va, notamment sur l'œuf, par exemple, on va vraiment avoir un œuf dur et même un œuf vert. À côté, on a nos trois process. Donc, si on prend le basse-basse, c'est-à-dire que je veux un produit à cœur à 56 degrés, je le mets dans un bain à 56 degrés, et donc du coup, mon produit, c'est la courbe verte, va monter tout doucement vers cette courbe-là. Si je me mets en cuisson par étape, je peux démarrer à 80 et je lui dis, quand mon produit est arrivé à 30, tu redescends à une température de 56 degrés. Et donc là, on va avoir le produit qui, à 30, mon four bascule de 80, donc il redescend tout doucement vers les 56, et on va avoir ici la courbe qui est montée plus vite et qui après va toujours longer la température. Et après, il y a le haute-basse, qui est le process où je cuis à 80 et je vais sortir le produit à 44. Et puis, on a notre fameux temps de repos, qui était ce qu'on connaissait jusqu'à présent avant, quand je faisais cuire des deux côtés mon entrecôte et je la mettais à reposer. Donc, j'étais en cuisson très, très haute, puisque la température sur la poêle, ça va être aux alentours de 250 degrés. Donc, ça va être très fort des deux côtés. Et puis après, je mets à reposer et la viande va continuer de cuire, va continuer sa cuisson jusqu'à arriver au point fort, et puis après, elle va redescendre. Voilà les trois process qu'on retrouve. Et ce process de cuisson en étapes, donc qui était la courbe orange, c'est celle qu'on retrouve dans certains programmes où on va avoir je cuis à 80 ou 100 degrés, et dès lors que j'ai atteint mes 63 degrés à cœur, boum, ça se met en maintien en température. On retrouve ça souvent dans les programmes de cuisson des fours. Super. Voilà. Très clair. Les différentes étapes. Et puis pour un exemple, la réalisation d'un sauté. Donc là, c'est des travaux qui ont été menés avec Interbev. On peut travailler donc un sauté. Donc on va préparer notre liquide de mouillement pour un bourguignon ou pour un sauté de veau à la mexicaine. Donc on va faire un mélange de bière et de jus d'orange. Moi, je le mets toujours en ébullition pour verser cette sauce chaude sur ma viande froide découpée en morceaux. On vient fermer le bac et on vient cuire 12 à 16 heures à 85 degrés avec 20% d'humidité. Donc, je mets à 85 degrés pour avoir un morceau qui se tienne. Et si je veux un effiloché, je vais mettre à 95 degrés toute la nuit. Et là, le lendemain, je vais pouvoir récupérer un effiloché. Voilà l'exemple de cuisson de nuit. Et bien là, parfait. Je vous transfère la patate chaude. Alors, merci Grégoire. Donc là, on a parlé de température, et justement, il y a une question qui est tombée dans le chat, qui est une remarque, mais qui fait extrêmement bien le lien. C'est de dire, en restauration scolaire, la viande, c'est 63 degrés à cœur minimum, après avoir avec les PMS. Donc en fait, la question, c'est à quelle température on a le droit de cuire pour être en accord avec la réglementation et surtout garantir la sécurité alimentaire.
Donc, un des premiers facteurs, c'est de prendre en compte la thermorésistance des bactéries. Pourquoi? Parce qu'en fait, certains micro-organismes pathogènes peuvent être présents dans les matières premières, mais on va pouvoir les écarter, en fait, soit par leur sensibilité à la chaleur, soit ils vont être résistants à la chaleur, il va falloir trouver d'autres procédés. Par exemple, sur la sensibilité à la chaleur, vous pouvez avoir le campylobactère qui se trouve dans la volaille, ou l'Yersinia qui est dans le porc, ou les Vibrio dans les poissons, et eux vont être détruits à des températures avoisinant les 54 degrés. Donc, quand vous cuisez au moins à 63 degrés, il n'y a pas de souci, ils sont sensibles à la chaleur, ils vont disparaître. Par contre, vous en avez d'autres qui, eux, vont être résistants à la chaleur. Par exemple, vous avez les formes sporulées des Bacillus cereus, ou le Clostridium botulinum, ou le Clostridium perfringens, je ne suis pas sûre de bien le prononcer celui-là, qui ne sont jamais détruits par un procédé de cuisson basse température. Mais un refroidissement rapide immédiat consécutif à la cuisson va permettre d'éviter leur germination. Vous pourrez retrouver des infos beaucoup plus complètes sur le site de l'ANSES avec leurs informations sur les barèmes de cuisson. Je voulais vous donner ces exemples parce qu'en fait, ce qui va être important, c'est de prendre en compte plusieurs facteurs. La thermorésistance des bactéries, comme on l'a vu, va déjà dépendre de la bactérie. Toutes les bactéries ne sont pas détruites ou réduites aux mêmes températures. Ensuite, il faut aussi prendre en compte l'aliment qu'on est en train de cuire. La température de cuisson, comme on l'a vu avec Grégoire, et le temps de cuisson. C'est-à-dire qu'il va y avoir un couple temps-température entre la température et le temps qui va aussi jouer sur la bactérie, soit sa destruction, soit sa prolifération. On va prendre un exemple, comme le Listeria dans la viande. Selon l'ANSES, à 63 degrés, il faut moins d'une minute pour diviser la population bactérienne par 10. Alors que si vous cuisez à 56 degrés, il vous faudra 9 minutes pour diviser la population bactérienne par 10. Donc, il faut considérer qu'une bactérie peut être détruite en fonction de la température et en fonction du temps à laquelle vous l'avez soumis à cette température. Donc, c'est important quand vous faites des barèmes de cuisson, que vous mettez en place des protocoles de cuisson à juste température, déjà de vous référer à votre plan de maîtrise sanitaire, de faire intervenir un laboratoire pour faire des tests, pour garantir que les protocoles de cuisson garantissent la sécurité alimentaire. Là, je vais redonner la main à Grégoire pour qu'on parle de pasteurisation, qui est un cas particulier avec des barèmes un peu complexes à calculer, mais il y a quand même des grandes tendances qui peuvent permettre de faire des calculs et de garantir la sécurité. Alors, l'idée, c'était surtout de revenir sur la notion de couple temps-température, en fait. On l'a bien vu tout à l'heure. Si je reviens juste en arrière, j'ai perdu ma souris. La voilà. Tac. Là, à 63 degrés, il faut 0,9 minutes pour diviser la population par 10. Et à 56, il en faut 9 pour diviser par 10 sur la Listeria. Donc, en fait, on a bien cet effet de couple temps-température. Et souvent, en restauration collective, on s'est bien rappelé, on a bien gardé en tête le 63 degrés à cœur, température de service, mais il est souvent couplé à 30 minutes de maintien à cette température-là pour avoir la température sanitaire évoquée pour la restauration collective. Et donc, en fait, on voit simplement ici, alors c'est un peu schématique, mais c'était vraiment pour aller au plus juste, c'est-à-dire que j'ai bien une cuisson. Alors, je vois juste, je rebondis juste sur une question du chat. Sur les steaks hachés, alors ça va dépendre des DDPP et des PMS. On est entre 63 et 65 degrés pour la cuisson à cœur. Et en fait, dans certains cas, on ne doit surtout pas servir quelque chose en dessous de 65 degrés à cœur. Donc, effectivement, on a ces 2 degrés d'écart qu'on va retrouver assez régulièrement. Donc là, en fait, c'est simplement que là, bon, j'ai mis notre 63 degrés qui est notre limite de service en restauration collective. Et quand on est en cuisson de nuit, on voit bien ici quand la température de cuisson de notre produit, qui est la température recherchée, on va avoir ici, on est parti d'un produit, je suis parti de 10 degrés, mais quand on est en sortie de frigo, on va être température de rôti à 3 degrés. Il va monter jusqu'à 63 degrés. Et à partir de 63 degrés jusqu'à sa température recherchée et son maintien à température, toute cette zone-là est une zone sécurisée de pasteurisation. C'est schématique, mais ça montre ça. Et puis on a après notre fameux refroidissement rapide qui nous permet surtout
de sortir de la zone entre 10 et 63 degrés, qui est toujours la zone de risque et la zone de danger qu'on voit en conservation. Donc, tout ce qui est au-dessus et ce temps qui est au-dessus pendant la cuisson, ben, c'est un temps de pasteurisation. Et puis après, dès lors qu'on va redescendre en dessous de 63 et qu'on va être en refroidissement, voilà, on va avoir notre deuxième effet qui se coule de destruction de bactéries et de refroidissement rapide. Et donc à 63 degrés, donc c'était 30 minutes, et à 70, il n'en faut plus qu'une pour certaines bactéries. Donc c'est là où on retrouve les barèmes de tout à l'heure. Mais c'est important, ces barèmes de cuisson, parce que ça permet de voir la zone de pasteurisation et en fait de la visualiser graphiquement. Super. Ça vous revient après à vous. Alors, du coup, on revient sur ce 63, qui est en fait la température qui est inscrite dans la méthode HACCP. Il dit voilà, la température minimum, c'est 63, il n'y a pas de débat, on ne passe jamais en dessous. Si on reste sur ce cas-là, sachez que pour vos barèmes de cuisson, ce qui va être important surtout, c'est de noter. Vous devez noter les choses. Donc, vous devez noter pour les contrôles des températures de fin de prépa, le nom du produit, qu'est-ce que j'ai cuit, à quelle heure j'ai fait mon contrôle, exactement, la température relevée à cœur et est-ce que ça va être conforme ou non conforme. Dans le cas particulier des cuissons de nuit, on a pas mal parlé avec Grégoire lors de la préparation de cette masterclass. Ce qui est important déjà, c'est de contrôler les courbes. Ça peut paraître bête, mais c'est pas parce que vous avez un four qui va vous sortir des courbes de cuisson, si vous ne les contrôlez pas, vous n'aurez aucun moyen de savoir s'il n'y a pas eu une coupure pendant la nuit, s'il n'y a pas eu un incident sur la cuisson pendant la nuit. Donc déjà, la première règle, c'est quand vous avez des courbes, contrôlez-les. Ensuite, vous devez conserver et noter donc, les courbes de la température d'enceinte, mais aussi les courbes de température à cœur sur toute la durée du cuisson. Ce n'est pas parce que la température d'enceinte est bonne que la température à cœur sur la durée de la cuisson est bonne intégralement. Donc ce qui est hyper important, c'est la vigilance, c'est contrôler ces courbes, garantir qu'on est minimum à 63 degrés. Vous pouvez prendre en photo vos diagrammes pour la conservation d'un point de vue réglementaire et en cas de contrôle. Et si vous avez besoin d'exceptions, c'est toujours sous réserve du PMS. Grégoire, si vous voulez faire un petit aparté sur les exceptions. Oui, parce que dans certaines cuisines centrales, on peut avoir la fameuse cuisson des rôtis de bœuf qui, au-delà de 65, n'auront plus du tout de rosée ni rien. Donc, on sait que certains établissements ont mis en place des process et des protocoles pour avoir une cuisson à cœur inférieure à 63 degrés. Mais ça veut dire derrière qu'il faut mettre en place des tests de vieillissement, des protocoles bien spécifiques, bien précis, avec le laboratoire dont vous dépendez et la DDPP dont vous dépendez aussi. Là, vous autorisez plus ou moins certaines pratiques. Et là, on sait que les DDPP, en fonction des territoires, n'ont pas toujours le même son de cloche. Les textes sont les mêmes, mais c'est la façon de les interpréter. Donc, on peut éventuellement descendre en dessous, mais dans certains cas très précis, notamment c'est sur les rôtis, puisqu'on est souvent sur des muscles entiers. Donc, on sait que la contamination à cœur est assez rare. Et donc, du coup, on pourrait éventuellement descendre en dessous, mais voilà, avec PMS modifié, contrôle de laboratoire et de DDPP là-dessus. Et je reviens à notre histoire de traçabilité des deux courbes. Elles sont importantes parce que quand on cuit sur 16 heures, s'il y a une interruption de 2 heures de cuisson dans la nuit, le matin, vous retrouverez vos produits à la bonne température. Ça ne se verra pas. C'est comme l'interruption de frigo de 2 heures pendant la nuit. Ça ne changera rien sur vos produits, vous ne verrez rien. Et en fait, ce qu'il va falloir voir, c'est qu'on s'assure que dans les courbes, on n'ait rien qui descende en dessous des 63 trop longtemps. On peut avoir un petit accident éventuellement, mais si on a un retour en dessous des 63 pour remonter ensuite à 63, c'est là on aura pris un danger. Parce que vous pouvez avoir une interruption de cuisson du four pendant, admettons, 15-20 minutes ou peut-être même 1 heure, mais l'inertie de vos plats et de vos produits va faire que finalement la température, la courbe va se maintenir. Et donc, du coup, on sait que le produit sera nickel. Par contre, si on a une chute dans la température à cœur du produit, là, ça tire tous les signaux d'alarme. Et là, malheureusement, il faudra jeter les produits. Tout le monde a eu, pour l'instant, il y a de temps en temps forcément des accidents de cuisson, comme il y a des accidents de frigo, comme il y a des accidents de congélateur. C'est pour ça que les courbes sont très importantes. Et qu'il faut les contrôler. Et qu'il faut les contrôler et les conserver.
On vous a mis un petit sondage pour savoir si vous utilisez des équipements de contrôle de température en cuisson de nuit. N'hésitez pas à y répondre. Alors, sujet suivant. Une fois qu'on a cuit, on refroidit. Donc ça, vous le savez, c'est une étape à risque. Entre 63 degrés et 10 degrés, la multiplication des micro-organismes est rapide. On calcule qu'elle double, la population double toutes les 20 à 30 minutes à 25 degrés. Donc l'objectif, c'est de descendre le plus vite possible à 10 degrés. Et la règle, c'est 2 heures maximum. Pour un refroidissement rapide, on va vous demander de noter au départ du refroidissement donc, le nom du produit, comme d'habitude, l'heure de départ du refroidissement et la température. Et une fois qu'il est terminé, l'heure de fin du refroidissement et la température. Et évidemment, en cas de problème, c'est-à-dire si le couple temps-température n'est pas respecté, les actions correctives. Alors, attention, au-dessus de 63 degrés, souvent on nous pose la question, quand mon produit est à 82 degrés, est-ce que ça compte ou pas? On dira que ça importe peu, puisqu'en fait, le calcul se fait entre 63 et 10 degrés, mais on sait bien que si vous le mettez dans une cellule, ça ne va pas calculer exactement à partir du moment où vous mettez à 63 degrés. L'objectif, c'est le temps maximum de 2 heures. Et ensuite, évidemment, c'est stockage à 3 degrés. La réglementation ne s'étend pas trop sur ce qui se passe entre 10 degrés et 3 degrés, mais c'est censé être immédiat. Vous prenez vos produits, vous les mettez à 3 degrés. Alors, juste avant, le refroidissement de 63 à 10 degrés est très important, là, cette notion de 63 degrés. Je reviens juste en... Hop, pardon, on a eu la même idée. Je vous laisse faire. 63 degrés, parce que ça m'est arrivé une fois sur un site d'avoir, parce qu'à l'époque, je faisais aussi des formations d'hygiène, et dans un site, ils ont préparé des crèmes brûlées. Et les crèmes brûlées, donc c'est dans les petits ramequins en terre cuite, sortis à plus de 80 degrés, 85 je crois, 85 degrés à cœur du produit, donc on est bien en cuisson. Ils ont chargé intégralement la cellule de refroidissement des produits et ils ont enclenché le chrono à partir de 85 degrés. 2 heures après, les crèmes brûlées étaient à 23 degrés. Traçabilité, du coup, elle n'était pas bonne. Et donc, du coup, normalement, le produit est jeté. Alors qu'il n'était pas forcément mauvais. Et il n'y a pas de oui, mais comme je l'ai mis plus chaud, j'ai droit à 30 minutes de plus. Non, il n'y a pas. En fait, c'est 2 heures de 63 à 10. Et donc, ce qui est important, c'est de dire, même si mon produit est trop chaud, alors, ça risque de fatiguer un peu la cellule de refroidissement, mais ce qui va être important, c'est d'enclencher votre chrono au plus près des 63. Vous pouvez mettre en cellule à 90 degrés, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de prendre la température au plus proche et au-dessus de 63 degrés pour bien avoir vos 2 heures de refroidissement effectif. Voilà. Merci pour ce partage. Excellent exemple. Les méthodes de refroidissement. Donc, la première méthode, évidemment, c'est la cellule. C'est du matériel qui est fait pour ça. Donc, on vous invite à en avoir. Par contre, on sait très bien que dans toutes les cuisines, il n'y en a pas forcément. Vous n'avez pas forcément les budgets ou ça peut tomber en panne. Il y a d'autres méthodes qui existent. Vous pouvez refroidir sur un lit de glaçon. Par exemple, ça va être une méthode qui peut être utilisée pour les cuissons sous vide. Donc, évidemment, ça dépend aussi du volume. Ou sous l'eau courante froide, c'est une méthode qui peut être utilisée parfois pour le riz ou les pâtes ou des légumes cuits à l'eau. Mais en fait, quelle que soit la méthode, que ce soit en cellule ou pas en cellule, il faut que vous enregistriez vos couples temps-température. Ça, c'est obligatoire. Parfois, on entend dire « oui, mais moi, j'ai pas de cellule, je ne suis pas obligée d'enregistrer ». Si. En fait, l'important, ce n'est pas le moyen, c'est le résultat. Donc, vous devez enregistrer vos températures. Pourquoi est-ce qu'on vous déconseille l'enceinte froide ou le congélateur? Je dirais même on vous l'interdit. C'est que dans une enceinte froide, si elle n'est pas complètement dédiée au refroidissement et que dedans on stocke des produits et que vous mettez un produit chaud à l'intérieur, pire des cas, il n'est pas couvert, il va générer de l'humidité et ça ne va pas être terrible pour votre enceinte froide. Autre pire des cas, il va être trop chaud et en fait il va réchauffer tout ce qui se trouve autour. Donc en fait les produits qui sont stockés à l'intérieur, eux, vont monter en température. Donc, c'est vraiment des choses qu'il ne faut pas faire. Après, on peut nous dire, oui, mais moi, j'ai une enceinte froide où je ne mets que des produits en refroidissement. OK, mais attention au risque de prise de mauvaises habitudes, parce que le jour où vous stockerez autre chose dans votre enceinte froide, vous vous retrouverez avec la même habitude de mettre des produits dedans pour les refroidir. Et ça va faire monter en température vos autres produits et donc présenter un énorme risque. Deuxième problème, c'est qu'en fait, ça flingue les moteurs. C'est vraiment pas fait pour. Donc, il faut vraiment pas le faire. On ne vous le conseille pas. Donc, priorité à la cellule. Et quelle que soit la méthode, n'oubliez pas d'enregistrer vos températures.
Alors, comment on fait pour enregistrer les températures? Il y a plusieurs méthodes. Soit la méthode manuelle sur papier, on vous remettra des fiches à la fin. Donc, si vous n'avez pas, par exemple, des fiches de suivi de descente en température, vous allez noter le nom du produit, la température de départ, l'heure de départ, vous allez calculer le temps et vous allez signer et noter vos actions correctives en cas de problème. On vous conseille de conserver au moins 1 an. L'autre méthode, c'est celle qui nous anime chez Octopus, c'est les applications HSCP sur mobile ou tablette. Donc nous, on a une application avec laquelle vous pouvez travailler sur une tablette dans votre cuisine, même si vous n'avez pas Internet, et Bastien va vous en parler juste après. Ou vous avez aussi parfois, mais c'est assez rare, des cellules avec enregistrement automatique. Et dans tous les cas, ça n'exclut pas de contrôler soi-même la température qui ressort de cette cellule. Une fois que c'est refroidi, parfois il faut remonter en température quand on est sur des produits qui vont être consommés chauds. Donc là, c'est le même principe, vous connaissez la règle. C'est monter en sortie de stockage à 63 degrés en 1 heure maximum. 2 heures à la descente, 1 heure à la montée. Et de la même manière, on va noter le nom du produit, l'heure de départ du réchauffage, la température de départ. Et lorsque la remise en température est terminée, l'heure de fin de réchauffage et la température de fin. En cas de problème, comme toujours, on note les actions correctives et on se débarrasse de la marchandise si vraiment on n'a pas réussi notre remise en température. Petit message de Grégoire qui insiste là-dessus. Vérifiez la température des enceintes. Je vais vous laisser en parler, Grégoire, pour ne pas saccager le boulot de cuisson à juste température. Je vais vous laisser donner des exemples. Sur la remise en température, justement, il y avait une cuisine centrale qui faisait son bourguignon en cuisson de nuit, sous vide, sur 3 jours, qui avait une cuisson impeccable en sortie de cuisson et qui était remontée en température sur satellite à 140 degrés pendant 1 heure, voire 1 heure et demie, voire 2 heures, parce que le personnel l'avait mis trop rapidement. Et du coup, on a ruiné tous les effets et tous les bénéfices de la cuisson à juste température. On les a ruinés par la remontée en température. Et on l'a vu tout à l'heure, notamment sur les légumes, où au-delà de 83 degrés, ça commençait à devenir un légume puré, où on va avoir le passage de juteux à sec à 68 degrés. Donc, on voit bien que au-delà de 75 degrés dans les étuves et dans les enceintes, on va avoir un effet de surcuisson qui va commencer à se mettre en route. Donc, il faut toujours faire attention à cette notion de remise en température et de maintien en température qui est assez important. Et donc, on arrive au maintien en température. Excellente transition. Donc, le maintien en température, température de stockage 63. Et on vous conseille de vérifier la température dans les étuves et les fours lors du chargement et du déchargement. C'est principalement le cas, je pense beaucoup, nous, à nos clients qui sont en EHPAD où en fait, ils finissent leur production vers 13h, 13h30 pour le service du soir. Donc, c'est important de vérifier que quand on charge, c'est à la bonne température et surtout quand on décharge le soir pour le service, que ce soit toujours à la même température. Et pour les bains-maries, de la même manière, quand vous êtes dans des cantines, des selfs, en début de service et en fin de service, attention aux bains-maries qui ne fonctionnent pas, à l'eau qui a refroidi et qui fait qu'à 14h10 pour les derniers services, le sauté de porc est à une très mauvaise température. Donc faites attention à ça, c'est important de garantir la sécurité tout au long du service. Grégoire, je vous laisse faire le petit encart sur à quelle température mieux vaut chauffer une étuve pour ne pas faire de bêtises et pas rater son bœuf bourguignon qui a été cuit avec passion pendant 3 nuits. Voilà, donc c'est l'exemple que j'ai cité tout à l'heure. Du coup, en fait, c'était de maintenir idéalement à 75 degrés. On sait qu'on va avoir un effet contre-performant sur la viande et les poissons puisqu'on va continuer l'effet de cuisson. On l'aura beaucoup moins sur les légumes, sur les féculents et autres. Donc, du coup, on aura vraiment un maintien en température et non pas un effet de surcuisson. Et après, effectivement, quand on le règle à 75, si c'est ouvert toutes les 30 secondes, on pourrait prendre un risque et redescendre en dessous de 63. Donc, il faut trouver le juste milieu dans vos fonctionnements pour qu'on soit toujours pérenne au niveau des 63 degrés sans être en surcuisson, enfin, sans utiliser finalement les étuves ou les maintiens en température comme des températures de chauffe. Et donc, du coup, il faut trouver le juste milieu en fonction des équipements. Super, merci beaucoup. Et enfin, tous ces contrôles n'excluent pas le fait de se rapprocher d'un laboratoire pour faire des contrôles microbiologiques. De toute façon, vous devez avoir un plan d'autocontrôle qui inclut des analyses microbio dans votre PMS. Le plan de contrôle microbio doit être déterminé avec l'aide d'un laboratoire agréé. Il faut le faire au moins 1 fois par mois pour des contrôles d'échantillons. Vous pouvez vous rapprocher des syndicats qui peuvent avoir des partenariats. Et les résultats doivent être conservés quand même assez longtemps, donc au moins 5 ans.
Les autocontrôles, eux, peuvent être effectués de manière quotidienne sur vos produits. C'est super important pour garantir, quand vous êtes sur des cuissons justement à juste température, que vous ne preniez pas de risque. Donc, mettre en place un PMS, vérifier, contrôler et se faire accompagner par des pros. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à Dr Claude que j'ai vu dans l'assistance, qui nous a d'ailleurs permis de cette mise en relation pour réaliser cette masterclass et qui pourra aussi, comme le réseau Restoco, vous accompagner sur la mise en place de PMS avec son cabinet Vetica. C'était mon petit clin d'œil. Alors, une dernière slide de Grégoire pour le protocole. Alors, c'est le protocole, mais du coup, c'est sur les cuissons de nuit. Donc, on a besoin d'avoir le diagramme de production ou de fabrication et le protocole qui soit inscrit dans le PMS. On a besoin de réaliser des tests de vieillissement pour valider les cuissons et éventuellement des DLC, date limite de consommation supérieure, mais c'est déjà pour valider les process. Et puis ensuite, il faut avoir les fiches techniques de production pour avoir ces trois-là et qui derrière permettront d'avoir la traçabilité des températures d'enceinte et températures à cœur sur l'ensemble de la cuisson et de chaque cuisson, et surtout avant le service, de bien vérifier vos tracés avant de pouvoir mettre en maintien en température ou en service ou en distribution, de bien vérifier le matin ces tracés de température d'enceinte et température à cœur, parce que le produit n'a pas forcément ni mauvaise mine, ni mauvaise odeur ou autre, mais pourrait être contaminé. Donc à ce moment-là, on va pouvoir l'éjecter rapidement. Merci Grégoire. Alors je vous propose, Grégoire, enfin moi j'ai trouvé ça passionnant, j'ai appris plein de choses et je pense que dans l'assistance c'est pareil et du coup je vous donne la parole pour présenter en fait ce que vous faites au sein du réseau Restoco. Alors, rapidement, donc, le réseau Restoco, donc, en appui à toute la restauration collective autogérée. On vient apporter de la formation, de l'accompagnement, donc avec Vetica également, avec Dr Claude qui est avec nous, du coup. Et on fait donc des formations sur l'hygiène et la sécurité alimentaire autour de l'HACCP, les bonnes pratiques d'hygiène en restauration collective. On fait aussi de l'accompagnement sur la rédaction du PMS, sur la rédaction des agréments sanitaires et autres. Et puis après, sur les pratiques culinaires, on va travailler les maîtrises des cuissons à juste température. Et puis, on va parler de restauration responsable, parce qu'on parlait des gains à la cuisson ou autre. C'est le travail sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et les méthodologies d'évaluation du gaspillage alimentaire qui permettent aussi de jouer sur tout ça. On a d'autres choses. N'hésitez pas à venir voir notre catalogue. Justement, il y a le lien en bas sur Restoco, catalogue formpro.com. C'est notre catalogue en ligne. Et sinon, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions là-dessus. Super, merci beaucoup. Et puis surtout, on vous invite au salon. C'est ça. Rendez-vous le 21 juin. Alors, c'est aussi la fête de la musique. On passe un bon moment tous ensemble. Bon. Voilà, mais la fête de la musique, ce sera plutôt le soir, fin d'après-midi, donc vous pouvez quand même passer le matin, venir nous voir les équipements, voir les principaux fournisseurs de la restauration collective autogérée. Donc c'est un moment d'échange, de rencontre. N'hésitez pas à venir nous voir aussi. Et Octopus HACCP sera aussi présent avec d'autres partenaires, c'est Porte de Versailles. N'hésitez pas, le salon est gratuit, il faut juste réserver votre badge. Alors ensuite, quelques petits mots de la part de Bastien sur Octopus. Exactement. Merci beaucoup Gwen pour cette transition. Merci beaucoup Grégoire pour ces informations super intéressantes. On a appris plein de trucs. Donc du coup, Octopus, c'est quoi? On se retrouve le 21 juin sur le salon Restoco, mais c'est quoi Octopus? Octopus, c'est l'allié des restaurateurs pour tout ce qui va être justement relevé HACCP directement depuis notre application, depuis votre smartphone, depuis votre tablette. Donc là, on a mis quelques noms de collectivités avec qui on travaille depuis plus ou moins récemment, de quelques mois à quelques années, maintenant 4-5 ans pour les plus vieux. Donc on est très content d'accompagner toutes ces personnes-là et on les accompagne sur quoi? Qu'est-ce qu'on permet de faire? C'est surtout de faire tous les relevés HACCP que vous faites aujourd'hui, j'imagine, pour la plupart sur papier. Donc c'est des cahiers, des feuilles, du temps, des temps passés à la photocopieuse. Et maintenant, on va vous permettre de supprimer tout ça et surtout d'être serein en cas de contrôle. La maîtrise de ces températures, c'est beaucoup de temps passé à noter les températures au début, en retard, à la fin, noter sur un petit coin de feuille. Là, il y a eu un problème, donc on a dû le justifier.
Et donc, du coup, on va pouvoir vous présenter cette application très rapidement. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir vous apporter? C'est vraiment la simplicité. On a fait un outil qui soit ultra facile d'utilisation pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'HACCP ou le numérique, ou parfois les deux. On a une application qui est très simple d'utilisation, vraiment au niveau de la fluidité. On est un outil qui ressort comme vraiment utilisable par tout le monde. J'allais dire comme les Lego de 7 ans à 99 ans, même si j'ai pas vu grand monde de 7 ans ni de 99 ans d'utiliser. Et surtout, vos données sont en sécurité. Il suffit que vous perdiez un cahier, un classeur avec un mois d'étiquette. Nous, l'avantage, c'est que tout est stocké sur nos serveurs physiques en France et vos données sont protégées pendant 5 ans. Et à côté de ça, donc on fait une application super, c'est surtout le service qu'on va pouvoir vous apporter. Donc ça va être le paramétrage sur mesure de votre établissement par rapport à vos spécificités. Moi, j'ai une zone de stockage chaude, une zone de stockage froide, etc. L'accompagnement, on va pouvoir former les équipes à l'utilisation de l'outil. Et derrière, on est toujours là, en filet de sécurité depuis l'application pour répondre à vos questions liées à l'HACCP ou à l'utilisation du logiciel. Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer et surtout à quel prix? Donc, on a 3 grands pans chez Octopus, la traçabilité, les températures, les tâches et contrôles. Donc là, on s'est focalisé sur cette masterclass principalement sur le deuxième pan, donc tout ce qui est consigner les températures des enceintes froides manuelles ou avec un système de capteur, le suivi des températures de préparation, de service, des cellules de refroidissement, des liaisons chaudes ou froides pour les cuisines centrales, c'est également réalisable. Et après, on va pouvoir proposer tout ce qui va être plus classique, contrôle à réception, traçabilité des étiquettes, plan de nettoyage et désinfection, contrôle des huiles et j'en passe. Et donc, du coup, je laisse la main à Gonaël qui va vous offrir des choses. C'est cadeau. C'est cadeau. Donc, je vous inviterai pas à déjeuner sur un bœuf bourguignon cuit de nuit à la perfection, mais je vous offrirai le guide des températures. Donc, on va vous l'envoyer par email. Vous allez avoir des fiches, la fiche pour faire vos relevés à la main si vous n'êtes pas encore chez Octopus, pour les liaisons froides, celle des descentes en température, celle des températures de stockage. On vous envoie aussi un petit doc sur les températures de conservation. Si vous souhaitez d'autres documents sur notre site web, il y a plein de choses à télécharger gratuitement. Et puis surtout, si vous souhaitez qu'on vous rappelle pour vous présenter Octopus, on se fera un plaisir de répondre à vos questions, voir comment est-ce qu'avec ce logiciel, cette application, on peut s'adapter dans votre restaurant scolaire, dans votre EHPAD, dans votre cuisine centrale, pour vous faire gagner du temps tous les jours. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde les petites questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. On a une question d'Amandine au tout début qui nous disait « Je suis dans une école scolaire. On peut faire cuire la viande à combien pour une viande rouge ?» Grégoire. Eh bien, comme disait Fernand, ça dépend du temps que l'on a pour le cuire. Généralement, alors moi, par habitude et en restauration collective, je cuis soit à 80 degrés ou 100 degrés quand on est en cuisson de nuit. Je vais cuire soit à 85, soit à 95. 85 pour avoir un morceau qui se tienne, 95 pour avoir un effiloché et en ayant une sortie de cuisson qui va être intéressante. Après, si on est sur une cuisson de journée, on va être là aussi minimum à 63 degrés. Mais si on est sur un bourguignon, on sait qu'on a beaucoup de collagène et on va avoir besoin de beaucoup de temps. La température importe peu, ça va être le temps qui va être très important. Ok, merci beaucoup. Cuisson de nuit, généralement, on est autour des 80. Après, on peut avoir des cuissons en étapes. Moi, je parle vraiment d'une température où on démarre en fin de service, juste avant de partir, même à 15 heures. On met dans le four à 80 et on récupère le lendemain à 7 heures en arrivant en cuisine. On le récupère à 80, on vérifie les courbes et puis on maintient. On vérifie les courbes, surtout. Ah, toujours vérifier les courbes. Du coup, Thierry Rouen nous pose aussi la question, peux-tu me rappeler, s'il te plaît, la température de remise en température? Donc, la règle HACCP, c'est de remonter à 63 degrés, mais ce n'est pas qu'une histoire de température, c'est aussi une histoire de temps. Donc, c'est 63 degrés en moins d'une heure. Et après, éviter de saccager tout le travail de cuisson de nuit en le mettant à 95, ce serait dommage. Voilà, et donc souvent, en fait, les fours de remise en température, alors surtout en plus si vous êtes sur une notion de cuisine centrale ou autre, où on a souvent l'effet de
pour l'instant encore de barquettes plastiques. Et là, on sait qu'à partir de 130 degrés, on commence à avoir des effets de déformation. Donc, il ne faut pas être au-dessus de ces températures-là. Donc, on peut remonter à 120 degrés. Par contre, ce qu'il va falloir calculer, comme tu le disais si bien, ça va être de dire de rester, de monter jusqu'à 63 et puis après d'arrêter la remontée en température pour ne pas avoir un effet dévastateur sur la remise en température. Et souvent, ce qu'on voit dans les consignes de remise en température, c'est qu'on a bien la température qui est de la consigne de température, mais pas le temps, ou alors c'est pas forcément respecté. Donc, quand on est en cuisine centrale, c'est d'essayer de bien voir sur les satellites si les consignes sont bien calées, si les fours sont bien calibrés, etc. Super, merci beaucoup. J'ai pas d'autres questions techniques. Une dernière question qui était: le salon est-il ouvert pour la restauration scolaire? Christelle, évidemment. Vous travaillez dans un IME, un ITEP, un EHPAD, tous les acronymes de la Terre. Si vous faites de la restauration collective, vous êtes les bienvenus au salon et vous trouverez plein d'infos, plein de partenaires. Vous verrez le réseau Restauco. Donc, c'est un vrai moment convivial et sympa à partager. On sera ravis de vous y croiser. Et si vous voulez prendre votre badge, allez sur le site du réseau Restauco. On vous a mis le lien dans le chat. Eh bien, je pense qu'on va clore cette masterclass. On a un peu dépassé le temps parce qu'en fait, c'était passionnant. Merci beaucoup, Grégoire. Ouais, merci. On a appris beaucoup de choses. Moi, j'étais ravie de partager ce moment avec vous et avec le réseau Restauco. C'était vraiment chouette. Donc, vraiment, merci pour le partage de votre expertise. Je pense que tout le monde était passionné. Ah, j'ai une rupture de réseau. On a sûrement perdu Gwenaël. Gwenaël qu'on a perdu. Mince. Il n'y a pas de souci. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour votre présence. Merci encore Grégoire. Et puis du coup, on vous dit à bientôt. Le replay sera disponible sur notre site internet et n'hésitez pas à retrouver tous les prochaines masterclass directement depuis notre site internet. Et le replay vous sera envoyé par mail à la suite de cette clôture. Merci beaucoup. Ben, merci à vous et puis à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers Octopus ou vers Restauco si vous avez des questions ou prolonger les échanges. Je vous remercie beaucoup. Parfait, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.